j'ai fait un travail pas trop prise de tête concernant le rachis dit dégénératif. C'est le sujet de la session. Et puis j'en profiterai pour parler des dangers de la sémantique médicale et des biais cognitifs qu'on peut avoir avec ce vocabulaire. Alors on va rapidement parler du vieillissement général. Il y a 3 sortes de vieillissement. À 50%, vous avez le vieillissement qu'on peut appeler usuel, normal, avec au niveau squelettique l'arthrose, l'ostéoporose, l'atteinte des pièces d'usure, que sont la hanche, la coiffe des rotateurs, l'arthrose du pouce et puis également le disque intervertébral. Et puis tout ce qui est viscéral, bien sûr, il y a peu d'hommes qui échappent aux problèmes de prostate, aux problèmes métaboliques. Donc tout ça, c'est ce qui nous attend en majorité. Vous avez des vieillissements qu'on peut dire pathologiques. Il y a des gens comme ça qui, en quelques mois, ils changent de tête. Ils prennent un coup de vieux. Ça peut être une accélération du vieillissement, soit par la génétique, soit par une pathologie, un excès d'utilisation, etc. Et puis, il y en a qui ont de la chance. À 20% des cas, c'est le vieillissement réussi. Là, j'ai mis Jeffrey Life, 80 ans, il fait des livres aux États-Unis sur l'alimentation, sur l'activité physique. Notre Hugo Frey national, 94 ans, il se marie avec une femme qui a la moitié de son âge. Il donne encore des concerts. Donc, on évite la pente du vieillissement. Est-ce que c'est la génétique, l'alimentation certainement, peu de calories, des protéines, l'activité sportive, une étude récente à Oxford qui prouve que le sport rend plus heureux que l'argent, ou en tout cas qu'une activité sportive 3 fois par semaine, d'une demi-heure à 1 heure par semaine, c'est l'équivalent de 25 000 € en plus, 25 000 $ en plus par an, au niveau du bonheur. Bon, ils ont des échelles assez spéciales aux États-Unis. L'activité sexuelle, donc il y a une étude récente faite par les Chinois concernant la morbidité, la mortalité chez les hypertendus. Et on a une corrélation très nette avec la fréquence des rapports sexuels et cette morbidité, cette mortalité, toutes causes confondues. Donc autrement dit, c'est la règle des 3 B. Pour vivre vieux, il faut bien bouger, il faut bien bouffer, et puis voilà quoi. Donc, alors, le parallèle du vieillissement rachidien, alors vous avez aussi le vieillissement usuel, c'est la déshydratation du nucléus essentiellement, qui survient très tôt dans la vie, c'est les fissurations de l'annulus, avec plusieurs fissurations, les fissurations concentriques, on a cet aspect de décollement annulaire sur les radios, sur les IRM. C'est un facteur certain d'instabilité, ces fissurations concentriques. Vous avez les fissurations transversales, c'est le décollement sur les plateaux vertébraux. Je vous rappelle que le plateau vertébral, c'est un endroit essentiel qui permet l'apport de nutriments, de la vascularisation du corps vertébral vers le disque, qui lui est très peu vascularisé. Donc c'est vraiment un lieu stratégique très important pour la santé du disque. Et puis les fissures radiaires qui vont vers la périphérie. Et c'est la sommation de ces fissures radiaires qui va permettre le passage du nucléus à travers ces fissurations pour donner des hernies discales. Alors il peut y avoir des coups d'accélérateur dans la vie, des facteurs constitutionnels, des facteurs environnementaux, professionnels, domestiques, sportifs, tout ce qu'on peut subir dans la vie, pour arriver au vieillissement pathologique, ou plutôt aux accidents pathologiques dans l'évolution du dos, avec les activations des enzymes pro-inflammatoires. On a parlé des stades modiques, ça donne ces lombalgies très pénibles, très longues, très difficiles à traiter. La fissuration brutale de l'annulus, on a vu ce matin la personne qui se penche en avant, et donc il y a un accident aigu de type lumbago. Vous avez bien sûr le déplacement ensuite du nucléus dans les fissurations, ce qui va donner la hernie discale. Et puis ensuite vous aurez une instabilité qui va se développer, puis une restabilisation secondaire. Alors c'est ce qui apparaît sur ce schéma de la cascade dégénérative, paru dans Clinical Neurosurgery en 2006. Vous avez d'abord le stade de dysfonction. Une dysfonction, par définition, c'est une fonction qui est atteinte. La fonction du rachis, c'est la protection des structures neurologiques, tout en conservant la mobilité la plus stable possible. Donc au stade de dysfonction, chez l'homme jeune, va faire place le stade d'instabilité. Alors, on va parler de l'insuffisance discale parce que le disque intervertébral, c'est le tissu le plus précieux, c'est celui qui se dégrade le plus précocement et qui va entraîner toute la dégradation de l'espace intervertébral. Donc sur ce schéma, j'avais représenté à gauche tout ce qui peut atteindre le disque, les anomalies structurales, notamment les anomalies transitionnelles, syndrome de Bertolotti, anomalie transitionnelle asymétrique, avec une néoarticulation transverso-sacrée,
et souvent une dégénérescence de ce qu'on appelle le dernier disque mobile au-dessus. Vous avez les dystrophies rachidiennes de croissance, les spondylolisthésis, celui-là c'est un spondylotraumatique chez un jeune qui a fait une brutale extension en plongeon. Les fragilités génétiques du disque, bien sûr. Vous avez les anomalies posturales. Dans le plan frontal, c'est tout ce qui est donc scoliose, inégalité de longueur. Et dans le plan sagittal, on retrouve les troubles de l'équilibre sagittal, avec, étant très exposés, les dos de type 1, avec incidence faible. Ce sont les dos trop plats, trop droits, les dos disharmonieux, qui sont pourvoyeurs de discopathie précoce. Syndrome métabolique, on a parlé du tabac ce matin, et puis bien sûr les contraintes excessives, les troubles musculo-squelettiques, la microtraumatologie et la macrotraumatologie. Tout ça va avoir des conséquences avec le développement de ce qu'on peut appeler les pathologies lombaires dégénératives, discopathie simple, discopathie inflammatoire, hernie discale, listhésis dégénératif, cette fois-ci non plus en L5-S1 mais en L4-L5 par allongement de l'isthme. Toute la problématique, et ça c'est très très important, c'est peut-être le plus important, de déconditionnement, qu'il soit physique ou qu'il soit psychosocial. Et puis la désorganisation posturale, cette fois-ci secondaire, qui est assez stéréotypée chez la personne âgée, l'antéposition du tronc, la délordose, la rétroversion du bassin, et puis au niveau frontal, toute la problématique des dislocations rotatoires, des scolioses. Et donc ça va faire le lit de l'instabilité, donc le cercle vicieux, qui va encore plus dégrader ce disque intervertébral. En deuxième, on a l'instabilité. L'instabilité, ça a été défini comme la perte de la stabilité des facteurs de stabilité, et donc l'incapacité de ces systèmes de stabilisation de maintenir ce que Panjabi appelait la zone neutre, qui est la zone qui se situe au milieu de la range of motion, qui donne les limites anatomiques du mouvement. Et donc il faut que cette zone neutre soit maintenue dans un espace restreint, de façon à ne pas trop atteindre les structures passives, donc le disque intervertébral, la capsule articulaire, les ligaments. Ceci grâce à une tension musculaire suffisante de protection. Donc là, on a un état physiologique. Au niveau pathologique, chez la personne âgée par exemple, les structures passives, notamment le disque, va être moins amortisseur, ce qui va nécessiter un effort musculaire supplémentaire. Et d'ailleurs, l'année passée, je vous avais montré comment chez le lombalgique, le tonus musculaire de base est à un niveau bien supérieur que chez le non-lombalgique, pour justement avoir cette action de protection des structures passives. Et puis, au bout d'un moment, par la sarcopénie, par la perte fonctionnelle du muscle chez la personne âgée, le muscle ne pourra plus assurer le maintien de cette zone neutre dans un secteur convenable, et vous aurez une impaction, un stress au niveau des structures passives. Donc tout ça, c'est assez cohérent. Le troisième stade, donc chez le senior, c'est le stade de stabilisation ou de restabilisation, mais qui ne va pas se faire comme chez le jeune par l'étendeur ligamento-musculaire et tendineux, mais qui va se faire par l'hypertrophie osseuse. Cette hypertrophie osseuse aura plus de facteurs délétères, d'implications délétères qu'autre chose, puisque vous aurez des problèmes de douleur, bien sûr, des conflits neurogènes, et puis il va y avoir une fixation des déformations avec un épuisement énergétique qui ne permettra pas la posture érigée et la marche prolongée, et une perte d'autonomie progressive. Alors vous voyez deux modes de stabilité. Une stabilité qu'on peut appeler tenségritaire. La tenségrité, c'est une notion architecturale des années 50 par Buckminster-Fuller, qui a créé des structures très légères avec des tendeurs qui travaillent en tension continue et qui s'accrochent sur des structures plus rigides qui, elles, travaillent en compression. Donc on a une sorte de maillage qui va permettre cette stabilité, qui aura comme inconvénient de ne pas pouvoir être tenu très longtemps par l'épuisement musculaire. Et à droite, vous avez au contraire la stabilité qu'on peut dire articulaire. Là, c'est surtout avec les lordoses, que ce soit une lordose qu'on peut appeler poplité, le récurvatum, les lordoses au niveau vertébral. C'est un petit peu ce qu'on voit chez les jeunes adolescents asthéniques qui arrivent comme ça. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont tellement feignants qu'ils ne veulent pas faire fonctionner leurs muscles. Ils se reposent sur leurs articulaires postérieurs, ils se mettent en récurvatum. Mais on voit aussi ça pour des hyperlaxités majeures sur lesquelles, effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Alors, est-ce qu'avec tout ce vocabulaire, on n'aurait pas un biais cognitif qui serait induit par nous les médecins? Alors vous voyez, ce pauvre homme, il se voit déjà infiltré,
Il se voit déjà infiltré, il se voit déjà scalpélisé, il se voit déjà arthrodésé avec une tour Eiffel, si ce n'est pas la perspective du fauteuil roulant, voire du suicide, avec un vocabulaire assez anxiogène. Donc c'est ce que appelait l'imagerie par image. L'imagerie par image, c'est le poids des mots, le choc des photos. Vous avez la flèche accusatrice, en dehors de tout contexte clinique. Ça peut induire des erreurs diagnostiques, voire pire, des erreurs au niveau des traitements, qui ne sont pas ciblés par rapport à la clinique. Vous avez l'ostéophyte, le bec de perroquet, qui paraît très agressif, mais qui, quand il est dans des structures non algogènes, est tout à fait bénin. Vous avez le pincement de disque. L'autre jour, j'ai une dame qui est venue me voir parce qu'elle avait 2 pincements de disque. Elle n'avait aucune douleur. Bon, ben voilà, moi j'ai les oreilles décollées, vous avez 2 pincements de disque. Et puis, vous avez les hernies. Le terme hernie, attention, par rapport à la hernie discale, c'est souvent une confusion lorsqu'on emploie des termes de rétromarginale antérieure, de hernie intraspongieuse. Alors, le vocabulaire, voilà, exubérant, volumineux, sévère, évolué, avancé. Il y a encore plus anxiogène, c'est dislocation, la dislocation rotatoire. Si vous regardez le Robert, disloquer, c'est briser, casser, démolir, démanteler, démembrer, déboîter. Quand on voit ça, ben voilà, il n'y a plus rien à faire. Dégénératif, est-ce qu'il faudrait mieux pas employer un vieillissement ou une sénescence tissulaire normale pour l'âge? Voilà quelques synonymes sur le Robert aussi de la dégénérescence. Le déclin, la pourriture, le dépérissement, la perversion, la chute, la déchéance, l'avilissement, la ruine, la déliquescence, la décrépitude. Et puis, donc, la hernie discale, attention, peut-être il vaut mieux démembrer les hernies discales, alors sans aller jusqu'à parler uniquement de bulles d'œdème comme le professeur Ramonet. C'est vrai que l'œdème inflammatoire fait un effet de masse qui va augmenter les phénomènes de conflit disco-radiculaire. C'est pour ça, bien sûr, que souvent les infiltrations marchent très bien en diminuant cet effet volumétrique de l'œdème inflammatoire. Mais voyez, la vraie hernie discale, c'est sur un disque pathologique, avec l'extrusion du nucléus à travers les fissurations de l'annulus. Vous avez des décollements annulaires, est-ce qu'on peut parler de hernie? Vous avez le bourrelet discal, c'est simplement le comportement mécanique entre 2 structures rigides, d'une structure viscoélastique, lorsque vous avez un glissement, ça donne un bourrelet. Vous avez aussi des hernies qu'on peut qualifier de claires, des pseudokystes, qui ont un très bon pronostic, avec une capacité de résorption très importante. Et puis, Valla parlait de l'aberration médicale de saint Thomas. C'est croire ce que l'on voit grâce à l'imagerie médicale. Moi, je dirais aussi, c'est quand on cherche, on trouve. Et plus on a des examens, plus vous allez trouver quelque chose. Donc, on en a déjà parlé chez des sujets donc, indemnes de lombalgie, complètement asymptomatiques, 10% d'anomalies lombosacrées, spina bifida occulta, 25%, dystrophie rachidienne de croissance, 25%, spondylolisthésie, 7%, discopathie dégénérative. Vous voyez qu'elles sont déjà présentes dans la première partie de la vie. Les hernies discales, bien sûr. Ça, c'est une méta-analyse très intéressante, donc toujours sur des patients complètement asymptomatiques. On voit qu'avec l'âge, il n'y a finalement que l'arthrose postérieure qui est franchement linéaire avec l'âge. On n'en a pratiquement pas quand on est jeune. La dégénération du disque également, qui évolue, mais qui est déjà présente à l'état jeune. Et puis, vous voyez que les fissurations annulaires ne sont pas linéaires avec l'âge, elles sont déjà très très présentes vers 30-40 ans. Alors, y aurait-il un effet néfaste lorsqu'on fait un diagnostic lésionnel trop précis sur l'imagerie? Eh bien, il semble que oui. Alors déjà, on remarquait qu'il y a plus de la moitié des radiologues, pas à la clinique du Parc, qui utilisent des termes de pathologie pour décrire des phénomènes simplement liés au vieillissement. Vous avez une augmentation des fausses croyances, ça c'est logique, lié au compte-rendu, bien sûr, il faut réexpliquer aux gens ce qu'ils ont dans leur tête. Vous avez alors une évolution plus défavorable en cas de radiographie précoce, bien sûr. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas faire de radiographie pour une primo-lombalgie avant 6 semaines. Et c'est vraiment après, sauf si vraiment vous avez des drapeaux rouges, des éléments qui vous font penser qu'il y a une pathologie sous-jacente, mais auquel cas, pas de radiographie trop précocement. Et puis ça va même plus loin, puisque en cas d'IRM trop précoce, certains ont remarqué une augmentation du recours à la chirurgie d'un facteur de 2 à 5. Et là, comme on a dit ce matin, il faudrait attendre à peu près 6 semaines à 2 mois avant de demander une IRM. Alors tout ça, est-ce que ce ne serait pas parce que la fixation d'une image mentale dans le cerveau induit par l'imagerie ne favoriserait pas les circuits nocicepteurs? Et donc induire ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est une distorsion
dans le cerveau, des traitements de l'information. C'est une interprétation par rapport à notre passé, notre vécu, etc. Donc ça conduit à des erreurs de perception, d'évaluation, d'interprétation, et donc de décision médicale. Biais cognitif qui est aussi bien du côté du patient que du côté du médecin. Il y a un rapport qui a été vraiment soulevé entre les troubles anxieux et les biais cognitifs, et le lombalgique qui est déjà anxieux n'en a pas besoin. Et puis l'IRM fonctionnel a montré qu'une douleur imaginée ou persuadée par l'hypnose, par exemple, atteignait des régions, des cartes au niveau du cerveau qui sont les mêmes que celles qui correspondent à des lésions et des sensations réelles. Donc la douleur, c'est une sensation, mais aussi une émotion. Et quand on fait de la médecine, on fait de la science, donc on s'occupe de la sensation, mais on fait aussi de l'art. L'art médical, c'est le patient, c'est son environnement. Mais en sachant qu'il y en a d'autres que nous qui s'en occupent, c'est la société, et peut-être à l'excès. Et c'est là où le traitement social de la lombalgie, avec les accidents du travail et les dossiers MDPH, vont induire secondairement un autre biais cognitif. Le patient ne vient pas vous voir pour être soigné, il vient voir pour qu'on valide, alors pas tous, non, je schématise, mais quand ça arrive, c'est très désagréable, il veut qu'on valide, qu'on grave dans le marbre son handicap pour avoir des prestations sociales. Et donc c'est une sorte d'officialisation de la lésion, et donc de biais supplémentaires, comme je vous l'ai dit. Alors, est-ce qu'il faut traiter le rachis de la personne âgée? Bien sûr en cas de douleur, bien sûr en cas de déformation, bien sûr en cas de perte d'autonomie. Donc on a vu ce matin comment le recalibrage canalaire était une très brillante opération qui permettait de redonner de l'autonomie. Ensuite, vous verrez, donc Alexandre va vous parler des traitements posturaux chirurgicaux avec les arthrodèses. Et puis Charlotte Debeau vous parlera des fractures vertébrales. Moi, je vais vous parler de ce que j'aime bien, les corsets. Et donc ce matin, j'ai entendu les chirurgiens, certains n'en ont pas parlé dans l'organigramme des traitements pour la lombalgie. Certains en ont parlé uniquement comme traitement d'épreuve. Ben non, ce n'est pas uniquement un traitement d'épreuve, le corset. C'est un traitement qui soigne, qui fait cicatriser les disques, qui change les conditions mécaniques du rachis lorsqu'il y a des excès de pression segmentaire localisés. On va décomprimer, on va répartir les pressions pour éviter cette concentration de pression segmentaire qui entretient la pathologie discale, disco-vertébrale. Alors, pourquoi les syphoscoliotiques ont mal? Ce qui est remarquable, c'est que souvent, les personnes âgées toutes tordues comme ça, elles ne viennent pas vous voir parce qu'elles sont tordues, elles viennent vous voir parce qu'elles ont mal. C'est un phénomène tellement lent que ni elles ni l'entourage ne tiltent vraiment sur le fait qu'elles se rapprochent de la terre et donc du cercueil. Alors, cette dame, elle est venue nous voir uniquement pour une tendinomyopathie du moyen fessier, qui s'explique aisément. C'est toute la chaîne latérale qui va compenser la gîte qu'elle a de l'autre côté, cette dame. Donc vous aurez des douleurs musculaires, également sur les spinaux du côté de la convexité de la scoliose. Vous aurez bien sûr des douleurs osseo-articulaires par les contraintes asymétriques sur l'espace disco-vertébral. Vous aurez bien sûr les douleurs neurogènes, les sténoses dynamiques, les tensions radiculaires, les syndromes de Meigne, les syndromes thoracolombaires qui sont souvent présents quand on les cherche par l'irritation de la branche postérieure de L1 sous-cutanée. Et puis vous aurez les douleurs de contact ilio-costal, lorsque les côtes se rapprochent du bassin. Donc voilà Arlette, 85 ans, syphoscoliose sénile. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Eh bien on fait. On la met dans un cadre, on l'agrandit, on lui met des bandes de résine, et puis voilà. Alors vous voyez que l'amélioration, c'est l'axe occipital qui passe de 4 cm à 0. C'est l'ouverture de cet angle ilio-lombaire qui est très algogène. C'est la diminution de la flèche de C7. Le fil à plomb est très significatif. C'est l'ouverture de cet espace xiphoïde pubis qui également est facteur de douleur et de compression digestive. Et puis c'est la réhorizontalisation du regard. Marcher en regardant que ses chaussures, c'est pas très agréable. Si on fait un petit peu d'historique rapide, c'est Eisenman dans les années 80 qui a créé le corset du Vésinet. Il avait remarqué que les corsets uniquement thoraciques, même en tirant un maximum sur les épaules, n'avaient aucun effet. Il fallait passer par le socle lombo-pelvien, par une remise en lordose. Malheureusement, cette remise en lordose, quand il y a une hypertrophie des articulaires des épineuses, n'est pas possible. Donc il nous reste quand même une solution, c'est l'appui sternal qui va faire un bras de levier énorme de façon à redresser en globalité le rachis. Donc c'est ce qu'on fait
lorsqu'on met les personnes âgées dans un cadre. Là, c'est vous montrer que finalement, quand on veut agir uniquement au niveau sagittal, on peut avoir une action frontale sur une scoliose, alors que ce n'était pas le but de départ. Là, c'est une dame en post-ménopause, 54 ans. Elle a un spondylolisthésis. Pardon. Elle a un spondylolisthésis. L'amélioration, elle s'objective par une diminution du déséquilibre antérieur et par une diminution de la pente de L5, ce qui permet de diminuer les forces de cisaillement très délétères qui favorisent l'évolution du glissement. Et donc là, vous voyez qu'on a une action sur une scoliose de novo, post-ménopausique, si elle est classique, donc il ne faut pas les prendre trop tard, ces femmes, parce que, effectivement, comme en tout, plus c'est pris précocement, plus on aura un bon résultat. Donc voilà le moulage correcteur en cadre, je vous en avais parlé l'année passée. L'action segmentaire et régionale sur la lordose, l'appui sacré de redressement et les contre-appuis à la fois sternal et abdominal. Donc en conclusion, on ne peut pas faire grand-chose sur le vieillissement vertébral segmentaire, il est inéluctable bien sûr, mais on peut freiner les conséquences posturales en agissant au niveau global sur la posture. Alors dans cette session, malheureusement, on n'a pas parlé de rééducation, c'est très important, c'est un oubli, mais l'entretien des muscles érecteurs, l'entretien de la lordose est très important. Le coup de frein postural par corset, 4 à 6 mois, voire 1 an avec des contrôles successifs. Faire attention aux distorsions cognitives. Et puis je dirais que pour terminer, j'aime bien l'aphorisme, rester jeune, c'est rester droit. Il vaut mieux ressembler à Wan Daeshung, qui est un top modèle et acteur japonais, qui a 80 ans, qui a ce pauvre homme, qui doit avoir le même âge d'ailleurs, en sachant que ce n'est pas seulement pour la santé musculo-squelettique, mais pour l'état de santé général. Il y a beaucoup d'études qui montrent une relation directe entre la morbidité et la mortalité et le fait de rester droit. Et cette relation est linéaire. Plus vous partez en avant, plus vous atteignez votre morbidité et votre mortalité. Et c'est pas vrai pour l'équilibre frontal. Au niveau scoliose, on n'a pas du tout le même effet linéaire que pour l'équilibre sagittal concernant la morbidité. Voilà, je vais passer la parole à Emmanuel Di, qui va nous parler d'un corset très important concernant la camptocormie. Je vous remercie.